Je ne sais pas si le micro marche. Ça marche. Vous avez posé le cadre. On va faire passer le micro dans la salle. Vous posez vos questions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Posez vos questions. Ne faites pas un grand discours. Dites qui vous êtes et posez vos questions. Avant juste de démarrer, vous avez posé le cadre. Merci de cette intervention. Juste un retour sur le fait que vous parliez de travailler à la constitution constante. Le vœu que vous avez voté en avril, qui étonnait beaucoup de monde, hein. Le vœu devant le gouvernement, le Parlement, d'entamer des discussions, je vous le disais, pour la définition d'un possible modèle d'autonomie pour la Bretagne, incluant une part de pouvoir législatif et réglementaire. En fin de compte, le législatif, vous ne nous tenez pas comme ça, vous nous dites, en fin de compte, on va nous balader, vous balader pendant 40 ans. Je dis de remplir tous les sujets, tous les dossiers, y compris celui-ci. Moi, je suis très à l'aise là-dessus. La seule chose, c'est que je ne peux pas faire rêver et m'inventer une forme de super cap du président de la région qui vous promet les choses et qui cultive cela pendant 30 ans sans y arriver. Donc il y a un cap, je l'ai donné, et ce cap, c'est d'aller vers, encore une fois, la capacité réglementaire. Effectivement, ce sujet législatif qui ne nous pose aucun problème, on doit en débattre, mais dans un cadre qui aujourd'hui ne bougera pas dans les années qui viennent. J'en suis certain. Et donc si on attend le grand soir, on ne va rien faire. Donc il faut garder ce cap, tout en étant capable de discuter à la Constitution constante pour faire bouger les choses et ne pas récupérer seulement des bribes de capacité qui font qu'on a le sentiment d'avoir le pouvoir, mais on ne l'a pas. Je vais vous donner un exemple. À Levert, on a perdu la PAC. Ou plutôt on va la perdre au 1er janvier prochain. C'était notre bras armé pour financer nos politiques de réduction à Levert. À partir du moment où on nous enlève les moyens, est-ce qu'on peut dire que la région est capable d'agir? Est-ce qu'on peut dire que la région est puissante? Non. Donc il ne faut pas faire semblant d'être puissant, il faut dire les choses et montrer que quand on peut prendre la responsabilité, il faut les moyens avec. Et quand on nous enlève les capacités, tout en nous laissant la responsabilité, ça s'appelle un délit de démocratie, et ça, je le rejette. Est-ce que ça veut dire, par exemple, dans le cadre réglementaire qui pourrait évoluer, on pourrait bouger sur l'eau, sur l'alimentation, sur l'énergie, la santé, le logement, vous venez de les évoquer? Mais je pense que oui, et je pense que l'État y a intérêt. Le Pinel breton, pour donner un élément, c'est de faire en sorte qu'en Bretagne, on définisse des zones dans lesquelles on met du Pinel et des zones dans lesquelles on ne le met pas. Ce n'est pas la région bretonne qui le décide, c'est les collectivités bretonnes entre elles. Et c'est même mieux que ça, c'est à finance constante pour l'État. Puisque c'est Rennes Métropole et Saint-Malo Agglomération qui nous ont donné un volet au Pinel. Alors pour les collègues qui savent, les citoyens présents qui ne savent pas ce que c'est que le Pinel, c'est une défiscalisation qui permet de solvabiliser des programmes immobiliers, notamment en densification urbaine dans des villes. Quand vous faites ça à Rennes, à Brest, à Rennes ou à Saint-Malo, ça pousse tout seul. Pour moi, c'est l'argent public dépensé pour rien ou en partie pour rien. Quand vous prenez une partie de cet argent et que vous venez de le mettre sur un programme de renouvellement urbain à Lorient, à Pontivy, à Fougères ou à Renon, vous solvabilisez des programmes pour faire en sorte que des citoyens trouvent à se loger dans son colis. Et vous participez au renouvellement de la ville. Tout ça à finance constante pour l'État. La seule chose, c'est qu'on a changé la focale. C'est plus le ministère de logement qui décide où on en fait ou on n'en fait pas, avec des cartes parisiennes qui donnent les zones tendues et les zones non tendues. C'est les élus régionaux, les élus du territoire régional, qui ensemble définissent des priorités et ensemble disent là il faut en faire, là il y en a trop, là il y a ça chauffe trop vite, c'est pas la peine, là il y a besoin, on va en mettre. Ça s'appelle de la déconcentration de décision. La décision elle est prise chez nous, elle n'est pas prise à Paris, elle est prise par des élus locaux responsables qui répondent devant le suffrage universel et qui disent pourquoi ils font les choses et pourquoi ils ne le font pas. C'est quand même plus agréable pour les citoyens que de voir les élus dire promis je vais écrire à l'État, promis je vais écrire à votre député, promis je vais essayer de donner quelque chose. C'est la maturité de la République qui le demande. Alors, bonjour Monsieur le Président. Hervé Chardot, je suis membre du Conseil culturel de la région Bretagne, directeur de la compagnie de théâtre Instant et membre de Brest Créatif, qui est le support de pub au webmédia. Alors, il y a déjà, je voulais vraiment chaleureusement vous féliciter à la fois pour les engagements que vous prenez, l'engagement que vous avez très fortement signalé, notamment dans la recherche d'autonomie. Moi, je crois beaucoup à la même chose que vous. Pas un seul mot sur la culture, Monsieur le Président.
Donc, moi, il y a une question qui m'interroge. Vous avez parlé du lien social, vous avez parlé du bien vivre ensemble, notamment en Bretagne. Si je regarde la réalité des chiffres, et je suis amené au quotidien, vous savez, à travailler avec beaucoup les établissements scolaires, etc., explosion du mal-être chez les adolescents, rapport de Santé publique France qui nous explique très clairement que la mal-être qui a explosé, explosion du mal-être chez les individus, concentration du vote extrême dans le centre de Bretagne. Est-ce qu'on peut parler d'un climat paisible en Bretagne? C'est ma première question. Je vais très vite sur la deuxième question. En termes de culture, les rapports de la sociologue Dominique Pasquier sont très clairs. 69% de la population qui fréquente les théâtres, ce sont les gens catégorie CSC+, des professions intermédiaires. 49% de la population n'a jamais mis les pieds dans un théâtre. Est-ce qu'il n'y a pas une question qui se pose sur la façon dont nous réfléchissons en ce moment à l'ouverture aux sensibles, l'ouverture et la possibilité de se rencontrer, de créer des liens à travers le domaine culturel? Merci pour votre réponse, Monsieur le Président. D'abord, bravo pour votre engagement, merci de votre question. Sur la première partie, je ne dis pas que tout va bien, je le redis. Je parle de relativité et je parle de notre situation par rapport à d'autres territoires du territoire national ou de l'Union européenne. C'est important de se dire ça. Et bien entendu que, comme vous, j'ai détecté le mal-être dans notre jeunesse. Comme vous, j'ai vu le décrochage se faire sur nos campus universitaires, voire dans nos établissements scolaires, dans les collèges de lycée. On dit qu'au niveau national, il y a eu 1 million de jeunes à décrocher pendant la Covid. 1 million de jeunes. Et effectivement, nous en avons en Bretagne. Donc je ne dis pas que tout va bien, nous devons traiter ça. Et nous devons le traiter avec des politiques qui sont coordonnées à toutes les échelles. Le métier de la région Bretagne, c'est de financer une part de l'université, ce n'était pas d'accompagner la vie étudiante. Et bien, le nouveau vice-président enseignement sup, aujourd'hui, de la région Bretagne, aujourd'hui c'est enseignement supérieur et vie étudiante. La vice-présidente de lycée, qui pensait les lycées avec la compétence de la région comme des lieux qui accueillent l'éducation nationale, aujourd'hui c'est lycée et vie lycéenne, pour faire en sorte d'accompagner. Et nous devons coordonner notre action avec les autres strates de collectivités, non pas pour dire que nous on va faire mieux et que les autres font moins bien, non pas pour donner la leçon aux autres, mais parce que quand il y a un programme dans un quartier d'éducation prioritaire, quand il y a un programme dans un EPCI rural qui a une vision de sa jeunesse, on peut lui donner un coup d'épaule pour l'aider dans la période. Donc je le redis, je vois quand je voyage en Europe et j'ai cette chance-là de voir qu'on va bien, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va bien. Et ceux qui ne vont pas bien vont de moins en moins bien. Quand vous êtes sous la ligne de flottaison, et bien là vous buvez la tasse très sérieusement. Vous aviez les deux narines dehors, ben là vous avez le nez, les yeux et l'ensemble de la tête qui passe en dessous de la ligne de flottaison. Donc bien entendu que ça c'est grave. Donc c'est pas, je ne regarde pas que le taux de chômage. Je vois bien la situation des travailleurs pauvres, on en a chez nous. La situation de gens qui sont dans une désespérance, on l'a chez nous aussi. Et nous devons travailler cela. Et pour travailler cela, je le redis, il faut une dynamique régionale forte, et ça nous l'avons, une cohésion sociale, on l'a, la culture, je vais y revenir, et les services publics. Et pour ce qui concerne effectivement l'accès à la culture, moi je pense qu'il y a un enjeu, c'est de faire en sorte que tout le monde s'autorise. Je parlais de la liberté tout à l'heure. Et pourquoi on ne va pas au théâtre? Pourquoi on ne va pas voir l'orchestre symphonique de Bretagne? Pourquoi on ne va pas voir la dernière création qui passe à Lorient, à Brest ou dans les villes moyennes de Bretagne? Et parce que souvent on ne s'autorise pas. C'est comme le sujet de la mer dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous n'êtes pas éduqué à la mer, vous n'avez pas la mer adulte. Si vous avez été éduqué à la mer parce que vos grands-parents vous y emmenaient, parce que vous aviez une maman qui adorait la mer ou un papa qui était voileux, vous êtes éduqué à la mer. Ça veut dire que vous allez tous vivre l'été avec une chaussure bateau sur le bord de l'eau. Mais ça veut dire que vous avez cette culture pour y aller. Et bien sur la culture en général, c'est le même débat. C'est pour ça que la vice-présidente qui est ici, Béatrice Massé, vice-présidente de la culture et l'enseignement artistique et culturel, veut qu'on développe cet enseignement artistique et culturel qui autorise, qui fait qu'on ne te demande pas où tu vis, ce que tu fais, quel CSP tu es et quelle culture tu aimes. Tu as le droit de t'exprimer et de
de te réjouir de la vie, de ce qui se passe dans ton quartier, dans ta ville. Ça peut être du théâtre, ça peut être de la musique, ça peut être des garnis, ça peut être la presse électrique, ça peut être ce que vous voulez. Et encore une fois, si on arrive à travailler cela, et la Bretagne peut le faire, on peut être encore meilleur pour notre jeunesse. Et ça, c'est un beau travail pour nous tous, et notamment pour les présidents d'associations. Et le Conseil culturel de Bretagne a déjà produit quelques documents là-dessus, il en produira d'autres. Et l'engagement que j'ai pris, notamment devant Béatrice Massé lorsqu'elle a accepté de m'accompagner, c'est que ce sujet d'éducation artistique et culturelle en priorité dans les premières années de la vie, dans les moments où on se forge son autonomie pour demain, sa capacité à se mettre de son destin pour demain, doit intégrer ce sujet de la culture au sens large du terme. Voilà, ça ne suffit pas d'être breton, ça ne suffit pas d'avoir un diplôme, il faut en plus être ouvert au monde et donc à la culture, soit pour l'exprimer soi-même, soit pour susciter des émotions en soi, ce qui, à mon sens, fait qu'on est un être vivant complet, un être humain complet, un citoyen complet dans la société complexe d'aujourd'hui. Et puis finalement, dans le monde désespérant dans lequel aujourd'hui, c'est peut-être le supplément d'âme qui va nous sauver de tout ça. Allez, une autre question à la salle. Oui, bonjour, Eric Lézécac de l'association Alain Bretonne. Monsieur le Président, merci pour toute cette réflexion. Nous avons entendu tout votre volontarisme pour la réunification bretonne à plusieurs reprises. Et sur ce sujet, il a été question depuis un an, notamment d'études d'impact qui sont à travers le débat public. Pouvez-vous nous donner des éléments sur le calendrier concernant ces études d'impact et peut-être des éléments concernant les échanges qui pourraient exister avec le département de Loire-Atlantique et la ville de Nantes? Merci. Tout d'abord, je salue le monde de la Bretagne qui sont dynamiques, vifs et motivés. Ça permet aussi de passer un ligne. Vous dire qu'effectivement, nous avons donné acte, je crois qu'il y a une délibération qui indique que nous participons, le Conseil régional de Bretagne, en 4, au financement des études d'impact lancées sous maîtrise du ouvrage par le département Loire-Atlantique. Donc le travail a commencé de leur côté sur le cahier des charges. L'engagement est pris de participer sur le financement. Et pour le calendrier, j'avoue que je n'ai pas de date en tête, mais si l'objectif c'est bien d'aller vers ce référendum ou cette consultation pour 2024, il est complètement engagé. Je crois que l'objectif c'est de sortir à la fin de l'année civile. Et je rappelle, la maîtrise d'ouvrage c'est Loire-Atlantique, donc je ne veux pas prendre engagement à la place de collègues. Et je n'ai pas encore l'ambition d'être président du département Loire-Atlantique à la place du collègue de Loire-Atlantique. Voilà, mais c'est en cours et l'engagement est pris publiquement de participer au financement. J'y suis, je rebondis sur la question. Est-ce qu'il faut redonner du pouvoir fiscal à la région qui en a perdu ces dernières années? Vous parlez du budget de la région qui n'est pas assez fort, il faudrait quelques milliards en plus. Comment aller les chercher? Ça, c'est un débat plus global que celui de la région. Le plus d'autonomie fiscale et financière peut passer par un vrai débat avec l'État. Je vous rappelle que les Landes allemands, l'État fédéral s'y en met, discutent leur budget chaque année avec l'État fédéral et obtiennent chaque année des capacités pour agir. Donc ce n'est pas obligatoirement une ligne de taux que les élus votent qui donne l'autonomie. Et c'est vrai que le fait que nous vivions que de dotation de l'État ou que de décision de l'État de nous attribuer telle ou telle part de la TVA ou telle part de la TICPE qui est la taxe sur le carburant, qui, je le rappelle, n'augmente pas pour la région Bretagne pour le contribuer au développement, puisque c'est un nombre de centimes par litre et pas un pourcentage, ne nous donne pas cette capacité à dire aux Bretons, écoutez, voilà, on va faire 2% d'augmentation de fiscalité et en échange de quoi on va se lancer dans un grand programme sur la continuité écologique, sur la transition dans nos ports, sur que sais-je encore. Donc le débat il est beaucoup plus profond, le débat fiscal, que le seul sujet, encore une fois, du taux. Les communautés de communes vont vivre la situation de la CVAE. Nous avons écrit à la Première ministre les collectivités bretonnes pour lui indiquer que nous prenons acte de ce choix de supprimer donc la fiscalité que les entreprises payent au bloc communautaire. C'est comme ça. Mais après, d'ailleurs, on peut rediscuter de nouvelles manières de penser le lien, et c'est ça peut-être le plus important, entre le citoyen et la collectivité, ou entre l'entreprise et la collectivité. Par exemple, la région Bretagne a financé le TGV, il y a de la fiscalité produite sur les gares, sur des gares. Cette fiscalité, elle remonte d'abord à Paris, puis dans des quais complexes, la redistribue aujourd'hui au bloc régional, demain au bloc communautaire, sans avoir de notion de qui a fait des efforts de quoi. Voilà des autres sujets. Donc le sujet du taux est là aussi quelquefois un faux ami. Il y a 10 ans en arrière, quand on m'y interrogé, j'aurais dit
Oui, il faut c'est obligatoire. Je me souviens très vite que j'avais fait sur le sujet. Aujourd'hui, c'est plus complexe. C'est plutôt la relation sur le partage d'une part de la fiscalité nationale, sur lequel nous devrions muscler notre jeu et sur lequel la maturité est très basse aujourd'hui. D'où la dépendance que je condamne. Question à ça. Bonsoir. Je dis d'où je parle, donc je fais partie du Souffle Breton, donc l'association de l'EI. Je fais partie aussi des Bretagnes majeures, je salue mes camarades dans la salle, Yannick Baron, Jean-Claude. Et je fais partie aussi d'un élan, ça dit du prendre soin au point de vue de travailler sur la santé mentale. D'abord, je vous remercie pour l'accent de l'hommage, la clarté et l'élan. Et je pense que pour vous aider, la société civile doit se mobiliser pour que les bascules que vous avez évoquées puissent se faire. Et je pense qu'un mouvement comme Bretagne majeure peut être le fer de lance de la mutation et de la transformation. Parce que la dessin sera beaucoup plus fort dans l'Europe des régions. Voilà. Et je pense qu'il faut connecter la société civile et le politique pour que tout puisse se transformer. Mais il n'y a pas de politique sans société civile, et c'est une erreur de notre part, les élus, et de la part des citoyens, de penser qu'on est séparés par un invisible. Il faut vraiment, pour ça je parle de circuit court tout à l'heure. Et pourquoi je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui, et merci encore au président, c'est parce que c'est un dialogue direct qui s'organise. Quand je vais dans les lycées, je demande à discuter avec nos jeunes. Quand je vais dans une ville avec une conseil municipal, je vais discuter avec le conseil municipal. L'important, c'est d'entretenir la conversation et d'être capable d'affirmer des points de vue, en étant pas toujours d'accord, mais qui permettent d'alimenter notre réflexion. Je pense que les Français, les Bretons, et finalement les Européens sont profondément politiques. Et qu'il faut réenchanter ça. Et pour réenchanter ça, il faut encore une fois assumer des lignes claires, engler certaines prises de position et recréer des débats. Pas du clivage pour clivage, pas du pour ou du contre pour le plaisir, mais pour pouvoir encore une fois réalimenter nos conversations, ce qui est quand même super passionnant. On a tous vécu ça, des soirées à s'engueuler positivement entre amis pour avoir une avis sur tout les uns les autres, y compris sur la manière de gérer l'équipe de France ou aujourd'hui on verra. Voilà, mais c'est ça aussi notre vie de citoyen. Et moi je suis avant tout un citoyen au service des autres citoyens parce que je l'ai voulu être citoyen moins lu, et je suis d'abord un citoyen. Question à Hassan. Bonjour, il faut se présenter par qui. Je m'appelle Yannick Baron. Il y a à peu près 70 ans que je me dis, pas que pour la Breton, mais pour beaucoup de sujets. Monsieur le Président, la situation des Landes de Bretagne est carrément catastrophique. Alors, ici, on nous dit, c'est parti à Paris. Ah oui, mais il y a un problème. C'est qu'en Alsace, tous les enfants apprennent l'alsacien et l'allemand, et 16% sont bilingues. En Corse, tous les enfants apprennent le corse, et 30% environ sont bilingues. Au Pays Basque Nord, à Bayonne, 48% des primaires sont en bilingue et tous apprennent le basque. Et ici, nous sommes autour de 3% d'enfants qui apprennent leur langue. C'est une véritable catastrophe. Pourquoi? Il y a des raisons, mais je ne vais pas parler trop longtemps, puisqu'il y en a qui est court. Mais nous sommes dans une situation qui a changé. Nous ne sommes plus il y a 100 ans, 50 ans, 20 ans, nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, le bilinguisme, c'est fini. En Alsace encore, c'est tout, c'est le multilinguisme. Il faut que nous demandions le transfert des compétences, pas demander, mais nous obtenions le transfert des compétences pour les politiques linguistiques, et que tous nos enfants apprennent une de nos deux langues, plus une langue étrangère, c'est l'anglais par exemple, et c'est ce qui se fait partout, et nous, on n'en est pas là. Alors, nous sommes des groupes très importants, ça a été souligné tout à l'heure. Nous demandons la ratification des 39 articles de la Charte des langues européennes, les 39 articles que la France a signés, sans le préambule. Ça coûte pas cher et symboliquement c'est fort. Nous demandons la mise en place d'un vaste plan de formation des enseignants pour des distances d'enseignement de nos langues et des langues étrangères, pas 20 ou 40 comme c'est maintenant, mais 700. En Corse, le rectorat a mis en place une formation de 700 enseignants sur 2400.
je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a une autre question. Oui, mes questions, c'est ce que je vous dis. Nous voulons un vaste plan de formation. Nous voulons que ce qui a été voté par le Conseil culturel de Bretagne en 2015 n'a pas été appliqué. Nous demandons l'application de ça. Et nous demandons de passer du bilinguisme au multilinguisme. C'est la question que je pose. Quand est-ce qu'on y va? Vous avez raison, et je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, nous avons besoin de sauver nos langues. Et je viens de sauver nos langues, j'ai parfaitement conscience du risque absolu dans lequel nous nous trouvons. Nous avons signé une convention il y a moins d'un an maintenant avec le gouvernement de M. Castex visant à développer une stratégie pour augmenter le nombre de gamins formés au breton dès l'école maternelle et primaire et tout au long de l'enseignement jusqu'au bac, au-delà s'il le souhaite. Et nous sommes face à une situation redoutablement complexe par plusieurs facteurs, dont ceux que vous dénoncez comme moi, notamment par rapport à une envie de l'État central de ne pas laisser nos langues se développer, mais aussi au regard de la crise de l'enseignement aujourd'hui. Au regard de la crise de l'enseignement aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux sur la situation, et c'est très compliqué. Et là, nous sommes dans une situation où nous avons chacun à prendre nos responsabilités, l'État d'abord, mais l'ensemble des élus de tous les niveaux, pour accompagner cela, et l'université qui est signataire pour faire en sorte de former nos jeunes. Mais il y a une vraie crise, encore une fois, de l'enseignement. Il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec vous. C'est sur le fait de demander le transfert de compétences de l'enseignement des langues. Parce que c'est un vrai piège. Tout simplement parce que nous n'aurons pas l'argent qui va avec. Si l'État nous donne... Non mais, j'entends des militants qui disent « demandons ça ». Et si le gouvernement le fait, sous les applaudissements, parce que le jour où ce sera signé, je suis sûr qu'il y aura des applaudissements. Voilà, ça y est, on a la main. Et demain, qui paye les profs? Qui a les moyens de le financer? Bon, c'est déjà compliqué. Mais le transfert de compétences, c'est... Et monsieur, le transfert de compétences, la loi, elle dit, sur la base des moyens mis par l'État les 3 années précédentes. Ah bah super. Et la croissance du coût, c'est pour nous. Donc là, il y a un vrai débat. Il faut le poser aussi, ce débat. Je comprends ce que vous exprimez, et intellectuellement, je vous suis. Mais la mécanique des transferts, elle est implacable. Le port de l'Orient, l'État nous a transféré. Jean-Yves Le Drian a eu raison de le faire. Et j'applaudis les deux mains. 500 000 € par an, l'État nous donne. 500 000 € par an. On y met des millions par an. Et c'est pas encore assez, puisqu'on est d'accord, Fabrice Collamant, peut-être qu'on pourrait investir beaucoup plus en dizaines de millions d'euros. 500 000 € par an. Pourquoi? Parce que l'État dit là-bas, les années précédentes, je mettrais 500 000 € par an, je vous le donne. C'est un piège à comme ça aussi. Donc il faut travailler là-dessus. Et puis enfin, que chacun regarde sa collectivité, parce que je vois des collectivités en Bretagne qui me font des leçons sur ce sujet-là et qui mettent moins de la moitié du quart de ce que je mets en euros par habitant. Donc il va falloir que chacun aussi se mobilise. Ce n'est pas que la responsabilité de la région Bretagne, ce n'est pas que la responsabilité des militants que vous êtes, c'est la responsabilité de toute la société bretonne. Donc il y a un travail à faire chez nous, et il y a un combat à continuer à mener à Paris. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, dès son arrivée, a reçu un courrier d'un part pour demander un rendez-vous, comme tous les ministres de l'Éducation nationale, de manière à pouvoir entendre la ligne que nous avons, qui est une ligne commune, puisqu'elle a été votée par la CPAP, donc la conférence des collectivités de Bretagne, il y a déjà 3 ans. Alors pour revenir sur ces avancées, pour donner un peu d'autonomie, un peu plus, un peu beaucoup d'autonomie, quel rapport de force politique vous envisagez, avec qui est-ce que vous pensez travailler politiquement? Quand on parle d'autonomie, est-ce qu'il y a une autonomie de gauche, une autonomie du centre, une autonomie de droite? Vous parlez de piège à compte, c'est le centre et la périphérie plutôt que des clivages politiques? Non, je pense que la Bretagne est capable de travailler cela au-delà des clivages politiques. Quand à Paris, nous sommes aidés par Paul Melac d'un côté et Marc Lefebvre de l'autre, je ne dis pas bravo Paul et silence pour Marc Lefebvre. Tous les deux, ils ont fait avancer certains textes, certaines avancées, certains blocages dans l'Assemblée, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on doit, pour le coup, ne pas nous diviser en Bretons. Et bien entendu, en Bretagne, quand je travaille sur des sujets qui permettent de donner plus de pouvoir aux collectivités bretonnes. C'est dommage.
dommage que la section galicien à l'université de Rennes 2 est fermée depuis quelques années. La Galice a ouvert à New Delhi une section galicien. Est-ce qu'on ne pourrait pas réamorcer nos rencontres avec la Galice? Merci. Concernant les choix d'université, moi je n'ai pas autorité sur l'université. Par contre, je suis disponible pour que les universités ouvrent ce type de cursus à la région Bretagne et accompagne lorsqu'il y a ce souhait. Oui, je rencontre les autorités galiciennes, notamment dans le cadre de la CRPM, la conférence régionale des régions périphériques, qui va fêter ses 50 ans bientôt en Bretagne, et la Galice y est très impliquée, donc je les rencontre dans ce cadre. Et pour ce qui concerne le financement de l'informatique dans le réseau catholique, sachez qu'effectivement il y a eu une année de flou au regard des textes de loi. Nous sommes au clair maintenant, notamment parce que la région Bretagne a décidé d'insérer dans les coûts de fonctionnement le sujet de l'informatique dans les lycées publics, et de fait, de manière automatique, aura à financer l'informatique dans les établissements catholiques au regard de la règle que nous avons de bonne réussite des élèves, quel que soit le réseau dans lequel ils se trouvent. Par rapport à ça, permettez-moi de vous dire qu'on est une des régions de France qui fait le plus. D'abord parce que nous avons un taux exceptionnel de présence des élèves dans l'enseignement privé, ce qui participe à une émulation, à une concurrence saine, qui participe à mon sens à l'excellence de l'œuvre. Et nous avons à ce titre depuis de nombreuses années un plan de financement de l'immobilier au-delà de ce que la loi permet, prévoir, en ayant depuis longtemps signé des conventions qui ont été prolongées tout au long de ces années. Donc l'année de la convention est éteinte à mon sens depuis la dernière rencontre avec le GAEC, qui m'a permis de préciser les choses au regard, encore une fois, de la transparence de ce sujet du numérique côté public qui permettra de financer le numérique. On va essayer d'enclore ce débat. Juste un petit mot en début de prise de position. Vous avez dit que vous ne souhaitiez pas de repli sur nous-mêmes, il ne fallait pas se renfermer, alors qu'on était dans un contexte, nous sommes plutôt dans un contexte de crise, de guerre, peut-être de guerre un peu réactionnaire, sur certains sujets de société, on peut le ressentir. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste pour demain, après-demain? D'abord, je suis un élu de la Bretagne, donc je peux pas être autre chose qu'optimiste. Quand on a la chance d'être président d'une région qui se voit dans le milieu de la figure en Europe, qui a cette identité, cette force, je ne peux pas me désespérer de quelques problèmes que ce soit. Moi, mon job, c'est de régler les problèmes. Mon job, c'est de préparer l'avenir de la Bretagne. Mon énergie, je la consacre à ça. Donc, en aucun cas, je suis pessimiste. En aucun cas, je suis pessimiste. En aucun cas, on pourrait faire un satellite. En aucun cas, je suis pessimiste. Il faut absolument cultiver l'harmonie bretonne, cultiver le débat, y compris les désaccords, parce qu'on n'est pas dans un monde de dissonance, et faire en sorte, encore une fois, qu'on ne se renferme pas. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a peur, quand on est en tension, quand on est en train de le vivre, sur les sujets de guerre, sur les sujets d'énergie, sur les sujets d'alimentation, sur les sujets de pollution, sur les sujets de changement climatique, oui, il y a un risque qu'à un moment donné, on se dise, on est bien comme on est, restons comme on est, vivons comme on est, et ne participons pas aux grands enjeux qui sont dans. C'est cela que je cherche en permanence à dénoncer, pour faire en sorte qu'encore une fois, on ne se mette pas, nous, Bretagne, dans une posture qui ne nous permettra pas de regarder loin devant, au-delà de l'horizon. Merci, Julien.